Amis chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission Regard croisé. Notre invité du jour est docteur en économie de l'éducation, statisticien et spécialiste des sciences des données. Il est actuellement directeur de la recherche, de l'analyse et de la qualité à l'ANSAD et enseignant en statistique et en intelligence artificielle. Avec lui, nous allons nous intéresser à une question qui suscite de nombreuses interrogations. Pourquoi les résultats scolaires stagnent-ils alors qu'on n'a jamais eu autant accès au savoir? Docteur Abou Dieng, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, merci de m'avoir invité, merci de m'avoir donné cette opportunité de parler aux Mauritaniens. Alors, pour commencer, dites-moi, quel regard portez-vous aujourd'hui au système éducatif mauritanien? Merci beaucoup pour cette question assez intéressante. En fait, le regard au niveau de l'éducation au niveau de la Mauritanie, on va dire qu'il y a eu une progression assez intéressante quand même depuis des années 60 en termes de taux de scolarisation, que ce soit brut ou net, un tout petit peu aussi au niveau de la qualité de l'éducation, même s'il y a eu quand même une baisse assez intéressante. Parce que si on parle des statistiques ou bien quand même des institutions de Bretton Woods, des objectifs du millénaire de 2000 jusqu'à 2015 et ensuite de 2015 jusqu'à 2030, il y a une progression assez intéressante en termes d'accès à l'éducation, mais quand même il y a des défis assez intéressants que la Mauritanie doit relever, c'est la qualité de l'éducation. Et on aura l'occasion de revenir sur un certain nombre de chiffres sur l'éducation en Mauritanie. Très bien. Alors, d'après vous aujourd'hui, est-ce que l'école parvient-elle à répondre aux attentes de la société mauritanienne et aux besoins même des élèves? Oui, bon, donc je ne vais pas être très pessimiste, mais j'allais jusqu'à dire partiellement. Pourquoi je dis partiellement? C'est parce que les chiffres ne sont pas quand même égaux à zéro, même s'ils sont assez catastrophiques. Donc je m'en vais à vous donner un certain nombre de chiffres. Des statistiques données par l'ANSAD en collaboration bien sûr avec la Banque mondiale, mais aussi des chiffres de l'UNICEF et aussi de GPE, donc Partenariat mondial de l'éducation. Alors pourquoi je dis partiellement, donc de façon très inégale selon les disciplines, que ce soit les mathématiques, que ce soit l'arabe, que ce soit le français, on voit quand même que le niveau, entre autres, de l'éducation en Mauritanie, surtout les primaires, est très bas. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple du rapport de SDI. Si je dis SDI, c'est SPES, si vous voulez, indicateur de prestation de l'éducation, de prestation de services de l'éducation. Il y a eu 2017 une enquête, 2022 une enquête, 2024 et 2026 actuellement il y a une enquête. Moi je vais vous donner quelques chiffres de 2024 parce que les 2026 ça n'a pas été encore exploré. Donc si on parle par exemple des niveaux de façon très générale, en arabe, donc la langue d'enseignement quand même qui est assez aussi aujourd'hui dominante en Mauritanie, seulement 51,3% des élèves qui ont un score qui est assez intéressant, on va dire, qui est proche du score global. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'aujourd'hui, l'élève mauritanien, entre autres, en arabe, il est très moyen. Ça veut dire qu'il a juste une note 10 sur 20. Ça, c'est seulement en arabe. Oui. Imaginons, par exemple, les autres matières, on n'en parle même pas, parce que l'arabe, quand même, on va dire une grande partie de la population est arabophone. Donc, si on dit que, entre autres, que la moyenne de l'élève mauritanien de la 4e année a que 10 sur 20, c'est catastrophique. En français, on a seulement 15,3% qui ont un score. Ça veut dire que c'est en bas de la moyenne, en bas de 10. En mathématiques, c'est 35%. Et ça, c'est seulement la qualité de l'éducation, on va dire, pour les élèves. Mais il y a d'autres problèmes qu'on peut rencontrer. Des chiffres qui sont donnés, par exemple, par l'UNICEF, pour dire que seulement 1 sur 10 enfants mauritaniens âgés de 3 à 5 ans qui font le préscolaire. Ça veut dire que 9 sur 10 n'ont jamais été passés par le préscolaire. Quelque chose quand même qui est très grave parce que le préscolaire est très important. Autre chose aussi, encore un autre chiffre que je vais donner, je pense que ce sera le dernier chiffre, c'est que les enfants âgés de 7 à 19 ans, aujourd'hui, en Mauritanie, 3 sur 10
sont hors scolaire, ce qu'on appelle la déperdition scolaire. Les gens qui n'ont pas du tout, qui n'ont jamais été à l'école, alors qu'on sait que l'éducation, c'est un droit international. Chaque enfant, qu'il soit mauritanien ou pas, qu'il ait des papiers ou pas, a droit à l'éducation. Ces enfants-là aussi, malheureusement, n'ont pas accès à l'école. Le dernier rapport de GPE, donc Partenariat mondial de l'éducation, a montré encore des chiffres assez flagrants de rapport de 2022 qui montrent 35% des élèves de la 4e année seulement avaient des acquis scolaires de base en termes de lecture contre 7% en mathématiques. Pour dire que tout simplement, pour répondre à votre question, est-ce que ça parvient à répondre aux attentes de la société ou des élèves? C'est pour cela que je dis partiellement, je ne pouvais pas dire non, parce que non, ça voudrait égal 0. Ouais. Voilà. C'est quand même très bas. Oui. Alors aujourd'hui, quels sont vraiment les défis auxquels sont confrontés tout le corps du système éducatif? Alors, le corps du système éducatif en Mauritanie, les défis sont quand même, on va dire, multiples. Mais moi, j'ai fait quelques petites recherches, des petites recherches, on va dire, et j'ai énuméré 6. Le premier porte sur ce qu'on appelle les intrascolaires. L'intrascolaire, ça veut dire les ressources que disposent les écoles. Les chiffres ont montré que seulement 52% des élèves de la 4e année n'ont pas de matériel didactique. Ce qui est assez extraordinaire, parce que si on n'a pas de matériel didactique, tout ce qui est manuel scolaire, tout ce qui est, je ne sais pas, peut-être ardoise ou compagnie, ça c'est un problème. Je donne un exemple très très simple que je connais dans mon village. Et en 2022-2023, on a fait une petite enquête pour connaître un tout petit peu le besoin de la population pour essayer d'aider un tout petit peu l'école. Quand on a fait nos enquêtes, on a trouvé que sur 600 élèves, il n'y avait qu'un tiers qui avait accès au manuel scolaire. Et peut-être que la question ne porte pas sur l'enseignement, mais on va dire que sur 10 enseignants, il n'y avait que 2 ou 3 qui étaient en enseignant en arabe. Alors qu'aujourd'hui, on sait que l'enseignement se fait en arabe. Si dans une zone où on n'a pas donné des ressources en termes d'enseignement, les enseignants qui doivent enseigner en arabe, et c'est normal que le niveau soit très bas, parce que tout simplement parce que les enseignants qui sont là-bas sont nos enseignants francophones et qui n'ont pas au niveau en français. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est ce que je disais tout à l'heure, le préscolaire est quasi inexistant, parce que 9 enfants sur 10 aujourd'hui âgés de 3 à 5 ans n'ont jamais fait le préscolaire, alors qu'on sait que le préscolaire est très important. Et puis ce sous-secteur, d'après les données de l'UNICEF 2025, ce sous-secteur dans le budget de l'État de l'éducation ne représente que 0,1% du budget de l'éducation en 2024. Ce qui est, ça veut dire que c'est dérisoire, ce n'est pas du tout significatif. C'est quelque chose quand même qui est assez intéressant. Donc c'est un défi aussi à relever. Le troisième défi, donc c'est lié à ce que les anglophones appellent le drop-out, c'est que la déperdition scolaire. La déperdition scolaire, aujourd'hui, les résultats toujours de l'UNICEF ont montré que les enfants ou bien les élèves qui quittent le primaire et qui partent au collège, sur les 10 enfants, il n'y a que 4 qui finissent le collège, qui achèvent. Ça veut dire que les 6 autres abandonnent en fait. Et c'est dû à quoi? Quelles sont réellement les faiblesses? En fait, on va dire les choses sont assez multiples en fait. Ça peut être dû parce que beaucoup des enfants, entre autres, je ne sais même pas si je dois les appeler des enfants ou pas parce qu'on est au collège, c'est que ces gens-là, en général, quand ils partent au collège, ils quittent leurs parents, ils partent dans une autre ville. Parfois, la vie est très difficile. Et la fois dernière, j'ai rencontré au niveau de l'inspection générale, j'ai rencontré une personne, un inspecteur général. Il me disait que le problème du pays, c'est quoi? C'est qu'on a 4000 écoles primaires pour 400 écoles au collège. Et du coup, ça veut dire la transition entre le collège, le primaire et le collège. Et du coup, on se retrouve avec des classes parfois pléthoriques. Et on quitte une zone où il n'y a pas de collège, on se retrouve dans une ville ou quelque chose comme ça, on n'a pas de parents. Donc ça peut créer des frustrations, des gens vont abandonner. Et ensuite, comme ils commencent à prendre un peu l'âge, on va dire 12, 13, 14 ans, ils vont aller chercher un peu d'argent pour les métiers et compagnie. Préférer faire un métier plutôt que continuer sa scolarité. Oui. Donc ça, c'est le troisième défi. Bon, je vais faire très vite. Le quatrième défi est lié aux enseignants. Parce que quand même, les compétences sont très limitées, on va dire.
Parce que toujours selon toujours le même rapport, et ça c'est un chiffre assez intéressant, c'est que on va tester les enseignants on va dire au même niveau qu'on teste les élèves. Ça veut dire qu'il y a eu un test qui a été fait pour connaître les performances scolaires des élèves. On va aussi tester les enseignants pour voir leur performance, leurs compétences, est-ce qu'ils savent enseigner ou pas. Oui. Il n'y a que 0,2% des enseignants qui savent enseigner aujourd'hui au niveau de la Mauritanie en mathématiques et en français. 0,2% en 2024 contre 0,1% en 2022. Ça, c'est en français et en mathématiques combinées. En arabe, c'est 5,7%. C'est quand même très bas. C'est très, très bas. Oui, c'est très bas. Ça, c'est les chiffres qu'on peut trouver dans le rapport de SDI, qu'on peut trouver sur le site de l'ANSAD à la page 67. Très bien. Donc, on peut aller vérifier ça. Alors, au-delà même du système lui-même, ce sont les résultats qu'il produit sur les élèves qui interrogent en fait. Alors, quand on parle de stagnation ou de baisse de niveau scolaire en Mauritanie, de quoi parle-t-on concrètement? Oui, bon, quand on parle de stagnation, en fait, on parle de plein de choses. Mais moi, je préfère rester sur, entre autres, ce qu'on appelle les compétences de base non acquises. Qu'est-ce que ça veut dire les compétences de base non acquises? Les compétences de base, c'est la lecture. Les compétences de base, c'est les calculs, donc les mathématiques et la lecture, que ce soit en arabe, que ce soit en français. Donc aujourd'hui, les résultats ont montré qu'il y a une stagnation quand même très très brutale. Bon, je n'ai pas les statistiques des années 80 ou bien des années 2000 ou bien peut-être même des années 2010, mais les dernières données du ministère de l'économie et des finances, bon, je préfère dire le ministère de l'économie et des finances parce qu'ils ont publié un rapport qui s'appelle NASMO en 2024, ont montré des résultats assez intéressants. Aujourd'hui, en Mauritanie, seulement un enfant sur deux sait lire correctement une phrase dans un paragraphe, on va dire. Ça, je suis un tout petit peu même gentil de dire 1 sur 2 parce que c'est 45,7%, en tout cas dans le public. En français, le niveau est assez bas, mais en arabe, on va dire que c'est assez acceptable. On va dire que 56% des enfants arabophones ou bien qui savent lire en français, qui savent lire un paragraphe, on va dire correctement. Mais seulement parmi ces 56%, seulement 26% comprennent ce qu'ils lisent. Ça, c'est en arabe, seulement. Maintenant, en français, seulement 18% qui savent lire correctement un paragraphe. Parmi ces 18%, 3,7% qui comprennent ce qu'ils lisent, ce qui est quand même grave. Ça, c'est les langues. On va dire l'arabe et le français. Maintenant, si on revient un tout petit peu en mathématiques, et ceux qui savent faire des additions, quand même qui est assez basique pour un élève de la 4e année, école primaire, et on a 37% qui savent faire des additions, contre 8% qui savent faire la division ou bien la multiplication. Ça, c'est l'école primaire. Pour dire que quand on parle de stagnation, on voit bien que le niveau a complètement baissé parce qu'ils n'ont pas les compétences de base, que ce soit en lecture en arabe, que ce soit en lecture en français, que ce soit aussi en mathématiques, des calculs assez simples. Et ça, c'est juste un constat au public ou ça s'applique aussi aux écoles privées? Ça, c'est essentiellement au public. C'est essentiellement au public. Même si au privé aussi, on va revenir sur ça quand on va parler peut-être des différences entre le public et le privé. Mais ça, c'est essentiellement le public. D'accord. Alors, c'est quelque chose de très fréquent parce qu'on retrouve aussi des personnes qui savent s'exprimer très, très bien dans les langues. Par exemple, à l'école, ils parlent très, très bien français ou parlent très, très bien anglais, alors que rédactionnellement, c'est très bas. Oui, parce que ça peut se comprendre, on va dire. Ça, on parle de la langue d'instruction. Si la langue d'instruction est la même langue qu'on parle à la maison, et ça, non seulement ça va faciliter en termes d'enseignement, mais ce n'est pas quelque chose qui est vérifié tout le temps. Parce que c'est comme nous, entre autres, on peut parler en poulard, en wolof ou une autre langue, mais si on nous demande de rédiger en poulard, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas appris des choses en poulard. C'est exactement la même chose. Quelqu'un aussi peut bien s'exprimer en français, en anglais, mais a du mal à faire des calculs ou bien a du mal à rédiger quelque chose. En France aussi, il y a des gens qui sont... qui parlent en français, mais qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas été à l'école, et donc qui ne savent pas calculer. C'est vrai. D'accord, on revient encore sur les compétences. Quelles compétences pensez-vous très très fragiles aujourd'hui chez les élèves?
Bon, je reviens toujours sur cette compétence quand même qui est ce qu'on appelle la compétence en termes d'écriture ou bien en termes de compréhension d'écriture. En 2023-2024, j'ai eu la chance de diriger une enquête qui s'appelle Enquête EGRA. On a travaillé avec Contrepartie International. L'idée, en fait, Contrepartie International est installée ici depuis plusieurs années. Ces dernières années, ils ont un projet sur les cantines scolaires. Ils profitent de ce projet-là pour essayer aussi de faire une enquête internationale qui s'appelle EGRA, pour connaître le niveau en termes de lecture, que ce soit en français, que ce soit en arabe, des élèves. Donc, cette enquête qui a été faite dans 3 régions, Brakna, Gorgol et Tagant, a fait sortir des résultats assez intéressants parce que c'est moi qui dirigeais l'enquête. À partir de ces données-là, j'ai créé un indicateur qu'on appelle l'indicateur de compétences en termes de lecture. Il y a plusieurs niveaux, il y a 6 niveaux. Le premier niveau, ça s'appelle que j'ai appelé non-lecture, et le dernier niveau, le plus élevé, on va dire, c'est le niveau critique. Ça veut dire que quelqu'un qui ne sait ni lire, qui ne comprend rien du tout, ça veut dire les caractères, les syllabes, les mots ou bien les phrases, il ne comprend rien du tout, jusqu'à quelqu'un qui arrive à décortiquer, à comprendre. Donc, pourquoi ici je parle des compétences? Parce qu'ici, il y a malheureusement, au niveau des écoles, parce qu'on avait fait des enquêtes au niveau de la deuxième année, quand on a enquêté les élèves de la deuxième année, on a trouvé que, parce qu'on avait 90 secondes pour tester un élève pour comprendre son niveau de connaissance en termes de caractère, parce qu'on vient devant vous, on va vous mettre en place les lettres alphabet en arabe ou en français, on vous dit de lire. Certains enfants vont vous dire A, B, C, D, X, mais quand on vous demande c'est où se trouve X, où se trouve M, l'élève est incapable, entre autres, de savoir où se trouve M, où se trouve X. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? 14,9%, presque 15% des élèves sont incapables de reconnaître aucun caractère, en fait. Que ce soit en arabe ou en français. Quelqu'un qui ne connaît pas un caractère, il est incapable de connaître une syllabe, il est incapable de connaître un mot, il est incapable même de lire une phrase jusqu'à la comprendre. Donc les compétences vraiment qui sont très très fragilisées aujourd'hui, c'est vraiment la connaissance basique, donc liée à la compréhension. Parce que si on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire, ça sera très difficile de connaître les mathématiques ou bien les calculs. Alors, très bien. Les résultats scolaires aujourd'hui reflètent réellement les niveaux des élèves? Bon, on va dire plus ou moins, c'est exactement ça, parce que déjà, moi je vous ai parlé en un certain nombre de sources ici, que ce soit les sources de l'ANSAD avec SDI qui a travaillé avec la Banque mondiale, que ce soit les sources de GPE, le partenariat global de l'éducation, que ce soit les sources de l'UNICEF. Tous ces résultats convergent. Tous ces résultats convergent ont montré qu'aujourd'hui, en Mauritanie, le niveau de l'éducation est vraiment en baisse. Donc, est-ce que c'est réellement ça, le niveau effectivement, parce que je pense que les autorités doivent prendre vraiment des mesures, parce que les mesures sont assez multiples, que ce soit la langue d'enseignement, que ce soit les investissements au niveau des écoles et aussi la formation continue des enseignants. Donc, pour répondre, oui, c'est exactement le niveau que nous observons aujourd'hui. Alors, comment décririez-vous le niveau que l'on observe d'un élève à un autre d'établissements différents? C'est grâce aux professeurs? Oui, c'est en fait c'est beaucoup plus d'encadrement. Il y a tout en fait, il y a tout. Comme je vous ai dit, j'ai fait une thèse en sciences économiques, option sciences de l'éducation. Dans ma thèse, malheureusement à l'époque, je n'ai pas eu la chance de travailler sur les données de la Mauritanie, donc j'ai travaillé sur les pays de l'Afrique australe et orientale, donc l'Afrique sud, le Kenya et compagnie. Donc j'ai développé un modèle qu'on appelle le modèle multiniveau. En fait, l'idée, c'est de comprendre quels sont les facteurs déterminants des performances, des performances scolaires des élèves. Alors, les performances scolaires des élèves, pour répondre à la question, en fait, est-ce que si l'élève est différent, pourquoi le niveau change, ça peut être dit à plusieurs choses. Première chose, ça peut être dit, la différence peut être dit parce que tel élève fréquente école privée et l'autre fréquente école publique. Et ça, la différence peut être là parce qu'on a plus d'investissement dans l'école privée, donc c'est normal qu'il y ait plus de résultats dans le privé par rapport au public. Ça peut être dit à autre chose, ce qu'on appelle la localisation de l'école. On sait qu'aujourd'hui, il y a plus de résultats assez intéressants dans les grandes villes, donc dans le milieu urbain, que dans le milieu rural. Il y a une pauvreté éducative, on dit, dans le milieu
rurales, des écoles isolées, parce que les inspecteurs ne partent pas dans ces zones-là. Les enseignants ne veulent pas rester dans cette zone, préfèrent rester en ville parce qu'il y a des écoles privées, ils peuvent avoir plus d'argent. Mais il y a un autre point aussi qui est très intéressant, c'est la langue d'enseignement. Si la langue d'enseignement ou bien la langue d'instruction est la langue qui est parlée à la maison, entre autres, ça va faciliter, entre autres, à l'élève à comprendre. Donc, son souci, ce n'est plus d'apprendre la langue, mais avoir des compétences, que ce soit je sais pas, en mathématiques, que ce soit en sciences, etc. Parce qu'il va commencer directement à apprendre ces compétences-là. Mais maintenant, certains élèves dont la langue n'est ni l'arabe ni le français, ils ont ce problème déjà qui est assez, on va dire, profond, parce qu'ils sont obligés, entre autres, de commencer à comprendre cette langue-là, que ce soit en termes d'écriture, que ce soit en termes de lecture ou autre, avant de pouvoir avoir des compétences en mathématiques, etc. Donc, toutes ces informations font que certains élèves s'en sortent mieux par rapport aux autres. Donc, il y a aussi l'origine socio-économique. Certains élèves viennent en voiture à l'école et d'autres marchent 5 km. Donc, il y a toutes ces informations qui font que voilà, le résultat est très, très, très différent. Ce sont des inégalités. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé des enseignants. Moi, je pense que c'est quand même déloyal de donner beaucoup plus de temps ou de donner beaucoup plus en étant en enseignant en privé qu'en étant en enseignant en public, ce qui fait que le niveau de ceux qui sont en public dépasse largement ceux qui sont, autant pour moi, ceux qui sont en privé dépassent largement ceux qui sont en public. Pourquoi il ne faut pas les mêmes efforts? Pourquoi ils délaissent des fois le rôle d'enseignant dans les publics au profit de leur rôle d'enseignant dans les privés? Bon, moi j'ai envie de dire, c'est la réalité, hein. Peut-être pas dans tous les pays, mais en Mauritanie, je pense que c'est la réalité. Il y a deux problèmes. Le premier problème, que les enseignants sont mal payés, il faut le dire la vérité. Il faut dire la vérité. Ils sont très, 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 très mal payés. Je ne peux pas dire exactement combien, parce que moi je ne suis pas un enseignant dans l'école primaire ni secondaire, mais je sais qu'en termes de paiement, vraiment, ça reste à désirer. Ce qui fait que, pour compléter de leur, on va dire, le pouvoir d'achat, aujourd'hui qui est très, très compliqué, très difficile, parce que les prix sont très, très, très élevés. Donc, l'alternative qu'ils trouvent, en fait, c'est essayer d'enseigner dans les écoles privées. Bon, est-ce que c'est une raison, est-ce que c'est une excuse? Non, je ne dirais pas ça. Parce que malgré que le paiement, quand même, est très, très, très faible, si vous avez accepté, entre autres, ce poste, ce travail... C'est quand même une responsabilité. C'est une responsabilité. Vous êtes responsable à cette population, à ces enfants, donc vous devez faire votre travail. Donc, si vous trouvez que c'est insuffisant ce qu'on vous a donné, je pense que c'est mieux de laisser aller faire le privé au lieu de sacrifier les enfants des autres qui n'ont pas de moyens à envoyer leurs enfants dans le privé. Donc, comme vous l'avez bien dit, donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout sérieux. C'est très important ça. Alors, ces difficultés ne sont pas apparues soudainement. Moi, il me semble que ça se soit installé dans le temps. Alors, pourquoi les performances scolaires peinent-elles à progresser en Mauritanie malgré les réformes successives? Bon, pourquoi les performances scolaires peinent-elles à progresser malgré les réformes? Il y a eu beaucoup de réformes en fait. On va dire depuis 1960, il y a eu à peu près 5 à 6 réformes, si je me trompe. La dernière réforme, c'est 2022, c'est l'intégration des langues. Aujourd'hui, l'enfant mauritanien, on va dire le Mauritanien, il est perdu en fait. Il ne sait même pas s'il est bilingue, est-ce qu'il est arabophone, est-ce qu'il est francophone, qu'est-ce qu'il est en fait. C'est ça le problème. Parce que pour que ça peine, parce qu'il y a ce qu'on appelle des problèmes de leviers structurels. Les leviers structurels que la Mauritanie, l'État doit investir vraiment pleinement sur le préscolaire. Ça, c'est très, très important. C'est la base. L'enfant de 3 à 5 ans, aujourd'hui dans les pays développés comme la France, l'éducation commence à l'âge de 3 ans. Obligatoire d'envoyer l'enfant à l'école. Parce que c'est le moment, en fait, d'acquisition de connaissances. Donc, 3 à 5 ans, ça c'est un problème parce que ça représente seulement sur le budget de l'éducation 0,1% qui est quand même dérisoire. Ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est la formation continue des maîtres. On a parlé des chiffres tout à l'heure. Les enseignants n'ont pas le niveau en fait. Il faut dire la vérité. Parce que je me rappelle en 2000, bon même si je ne me rappelle pas d'après le truc, en 2005,
et qu'il y a eu, 2005-2006, il y a eu un recrutement massif, on va dire, des enseignants qui ont été envoyés, on va dire, à l'intérieur du pays. Des gens qui n'ont pas, entre autres, été formés. Et ça, c'est quelque chose qui est flagrant, parce que ces enseignants, en fait, vont transmettre quelque chose qu'ils n'ont pas. Entre autres. Donc, d'où le niveau qui est assez très faible. Et aussi, il y a plein de choses. Par exemple, je donne sur les intras ou bien les ressources pédagogiques, les investissements qu'on donne dans les écoles, que ce soit les tables, que ce soit les tableaux ou quelque chose comme ça, il n'y a pas une grande évolution. Entre 2019 et 2023, il n'y a eu que 9% en termes d'évolution, qui est assez très faible. Donc, l'État doit mettre vraiment un accent sur ça. Et c'est quelque chose qui est intéressant, qui permettra, entre autres, de progresser. Parce que s'il n'y a pas de ressources, on avait écrit un article sur ce qu'on appelle l'efficience scolaire et la gouvernance. Est-ce que les ressources qui se trouvent au niveau des écoles sont bien gérées ou sont mal gérées? Parce qu'il faut qu'on dise la vérité. Il y a des écoles qui sont équipées, il y a tout le nécessaire, mais le résultat est zéro. Mais il y a des écoles aussi, il n'y a pas grand-chose, mais les gens arrivent à s'en sortir. La norme dit qu'il faut que tout le monde soit bien équipé. Mais aussi, il y a un autre problème, que c'est l'investissement des enseignants. Ça veut prendre au sérieux ce qu'ils font. Donc, il y a aussi non seulement manque de ressources, mais il y a aussi la malgouvernance dans les écoles. La gestion, que ce soit les directeurs, que ce soit aussi des enseignants, la gestion de ce qu'ils ont comme ressources. Et par rapport aux méthodes, les méthodes d'enseignement actuelles sont-elles encore adaptées aux réalités d'aujourd'hui? Bon, les méthodes d'enseignement, bon, moi j'ai envie de dire que les méthodes d'enseignement dans tous les pays sont quasi similaires. Mais il y a des pays quand même, parce que comme on a l'habitude de dire, si on veut vraiment être performant, être meilleur, il faut regarder, il faut remonter la barre beaucoup plus haute. Oui. Par exemple, les pays comme le Singapour, les pays scandinaves, qui sont aujourd'hui en termes de classement international, en termes de performance scolaire. Si je parle de performance scolaire, je parle des enquêtes de PISA, je parle de Pearl, je parle de TIMSS, je parle peut-être de SACMEC ou de PASEC. Ces enquêtes internationales, ou ce qui font le classement au niveau international, les pays comme Singapour, comme, comment on appelle le pays encore de l'Asie du Sud-Est là, le Malais là, j'ai oublié le nom, ces pays, en fait, ont une performance scolaire assez intéressante. Par exemple, au Singapour, ils ont un système pour enseigner les mathématiques qui est très simple, en utilisant les objets. Les enfants, à partir de ces objets-là, ils savent faire des calculs très rapides. Pourquoi pas imiter cette façon de faire? On a notre façon de faire qui n'a pas marché, donc il faut chercher d'autres façons qui marchent. Ouais. C'est très logique. Ouais. Alors, quel rôle joue l'environnement familial et social dans la réussite scolaire de l'élève mauritanien? Bon, comme je le disais tout à l'heure, hein, dans ma thèse, les résultats que j'avais eus, il y a la réussite scolaire de l'élève en termes de déterminants, c'est multiple en fait. Ce n'est pas seulement l'environnement scolaire, ce n'est pas seulement la région là où vous habitez, mais il y a aussi l'environnement social et l'environnement familial. Parce qu'un élève, en fait, même s'il part à l'école, il revient tous les jours, s'il n'est pas bien à la maison, s'il ne dort pas bien, si peut-être il ne vit pas avec ses parents biologiques, il aura du mal à s'en sortir quand même. Donc l'environnement familial, l'environnement social jouent un rôle très important. Dans l'article que j'ai publié en 2025, donc, parmi les résultats, donc, je disais que le fait que l'enfant a une aide familiale pour faire des devoirs ou quelque chose comme ça, joue un rôle très important sur sa réussite scolaire, sur ses compétences en lecture. Pour dire que l'environnement familial, l'environnement social, tout ça peut jouer un rôle très important. Donc c'est quelque chose... Sensibiliser sur le suivi, ne pas daudre du poids, comme bien on sûr, dit. Bien sûr. C'est pas aller retourner à... Moi, je disais même que le 90% ou bien 80% de la réussite de l'élève, ce n'est pas à l'école en fait. Ça se fait à la maison. Le suivi, le sérieux. Parce que l'enfant qui va à l'école, qui revient à la maison, on lui donne la tablette. Il suit, je ne sais pas, les dessins animés tout au long de la journée. Il aura du mal à s'en sortir. Et si on vous demandait d'identifier le problème, diriez-vous que le problème il est tout simplement pédagogique ou il est structurel ou peut-être même social? Bon, je dirais le tout. Quoi?
Je dirais le tout parce que il est principalement, on va dire, d'ordre pédagogique. Principalement d'ordre pédagogique. Parce qu'aujourd'hui, si on dit qu'il n'y a que 0,2% des enseignants, en tout cas, qui savent transmettre en français et en mathématiques, c'est qu'il y a un problème sérieux. Un problème sérieux. Et je tiens aussi à dire que cette enquête de SDI qui est faite un peu partout dans le monde, c'est une enquête très, très, très sérieuse, qui est très représentative au niveau national. Et du coup, avoir 0,2% des enseignants qui savent enseigner en mathématiques et en français et 5% en arabe, c'est que le principal problème est pédagogique. Maintenant, il y a d'autres problèmes structurels liés au problème de la langue d'enseignement. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un grand débat, le fait d'enseigner en arabe, d'enseigner en français. Est-ce qu'il faut introduire les langues nationales? Ça, c'est un problème assez très sérieux. Il y a aussi le problème social, donc pour ne pas oublier ce volet quand même qui est assez intéressant. Parce qu'on est dans une société quand même, on est parfois, j'ai envie de dire que les parents n'accordent pas une grande importance, certains parents, j'ai envie de dire, de l'éducation. Du coup, voilà, bon, il part à l'école, il revient, peut-être ça ne va pas servir à grand-chose. Et du coup, il y a aussi la société qui est là, donc c'est social, c'est structurel, en même temps pédagogique. Il y a aussi cette culture de... tu apprends, mais tu apprends pourquoi au final? Parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Oui, il y a ce pessimisme. Oui, il y a ce pessimisme qui grandit en nous. Qui a grandi en nous, qui est présent, qui est tout le temps là. Alors, parallèlement, le rapport des élèves au savoir a profondément changé, comme on le sait, grâce à l'arrivée du numérique. Comment les nouvelles technologies ont-elles transformé les rapports des élèves mauritaniens au savoir? Bon, moi je ne vais pas dire que le rapport des élèves mauritaniens, c'est plutôt les élèves au niveau général, mondial. au niveau mondial, parce que le savoir a changé. Et maintenant, il est devenu ce qu'on appelle instantané. Parce qu'il y a quand même plusieurs années, on va dire 20 ans en arrière, même si je ne suis pas très, très ancien, et c'est tout à fait difficile de trouver un livre, il faut faire des kilomètres. Je me rappelle quand j'étais à l'université de Nouakchott, 2010, quelque chose comme ça, on est obligé d'aller jusqu'au CCF, à l'époque ça s'appelait CCF, aujourd'hui qui est IFM, pour chercher un livre, pour lire. Aujourd'hui, avec un clic, avec ChatGPT ou je ne sais pas, Gemini, etc., on a toutes les informations que nous voulons. Donc il y a quand même ce rapport qui est là, et une technologie qui est très rapide. Mais maintenant, comment l'utiliser? C'est ça en fait. Est-ce qu'on utilise ces nouvelles technologies pour apprendre ou bien juste pour un passe-temps, comme on dit? Pour se divertir. Pour se divertir, comme fait beaucoup de gens. Maintenant que l'accès à l'information est plus facile, on peut trouver l'information là où on veut, quand on veut. Mais n'empêche, cet accès se traduit pas forcément par de meilleurs résultats scolaires. Pourquoi? C'est dû à quoi? Et ça, c'est une question assez pertinente et c'est intéressante. Parce que les gens, j'ai envie de dire qu'ils n'utilisent pas à bon escient ces nouvelles technologies. Parce qu'aujourd'hui, quand on a l'accès à l'Internet, on a notre smartphone à côté, on a l'ordinateur, on a tout ce qu'il faut. Ne serait-ce qu'une heure 30 ou une heure par jour qu'on passe de temps à apprendre, je pense qu'on va acquérir beaucoup d'informations. Mais le problème, c'est les gens ne savent pas utiliser, malheureusement, je ne vais pas dire tout le monde, hein, la majorité des gens ne savent pas utiliser ces nouvelles technologies. C'est plutôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, passer du temps. Et ce qui fait qu'au lieu que ça essaye d'augmenter la performance, parce qu'on a accès à l'information, on n'a plus besoin d'aller à la bibliothèque, on n'a plus besoin d'appeler quelqu'un aux États-Unis ou bien en France pour envoyer un livre. Avec son téléphone, on peut tout avoir. Il y a des sites internet où moi je télécharge tous les livres, je les télécharge gratuitement, quasiment. Et du coup, si on avait ce mindset d'apprendre, que ce soit en suivant des vidéos sur YouTube, que ce soit en abonnant sur certaines plateformes sur TikTok, et ça va augmenter entre autres le niveau de performance au lieu que ça baisse. Parce que si on passe une nuit entière, une demi-journée à TikToker, j'ai envie de dire, ou bien à Facebooker, c'est tout à fait normal si on se réveille demain matin, on ne part pas à l'école, que le niveau dégringole. C'est tout à fait normal, c'est ce qui a fait que le niveau a... On est constamment sur nos téléphones, mais on n'en profite pas pour auto-apprendre. Exactement. Donc c'est un problème. Donc on observe aujourd'hui
une baisse de concentration et de capacité de mémorisation chez les élèves. À quoi est-ce dû? Parce qu'il y a beaucoup de divertissement. C'est très simple. J'étais en train de lire un livre qui s'appelle Deep Work, ou bien un autre livre qui s'appelle The One Thing, passer à l'essentiel. Parce qu'on a trouvé que des études, ce n'est pas seulement ici en Mauritanie, hein, un tout petit peu partout au monde, dans le monde plutôt. C'est qu'on dit souvent que quelqu'un, il faut faire des multitâches. Et ce n'est pas vrai. Moi, j'ai envie de dire que ce n'est pas vrai. On peut faire qu'une seule tâche. On a envie de faire deux tâches en même temps, mais on va plus se concentrer sur une tâche par rapport à l'autre. Ça veut dire qu'on va perdre un peu d'attention sur une tâche par rapport à l'autre. Pourquoi je dis ça en fait? Si tu as un cahier devant toi, si tu dois réviser et qu'il y a ton téléphone qui envoie des notifications toutes les 2 secondes, comment tu vas te concentrer? Tu ne peux pas te concentrer parce qu'il y a plus de distractions aujourd'hui. On veut savoir tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On veut savoir tout ce qui se passe sur, je ne sais pas, LinkedIn ou compagnie et compagnie. On répond en même temps aux messages. On répond aux messages, eh bien, on perd un peu de l'information. Donc, moi, ce que je dis souvent aux élèves, faites ce qu'on appelle du deep work. Le deep work, moi, c'est un principe que je fais. Tu travailles 1h30, intensif, tu éteins tout, tu te déconnectes du monde complètement. Tu éteins le téléphone, tu te concentres. 1 heure ou 2 heures de temps. Et là, ce qu'on appelle la loi de Pareto. Donc 20-80. Ça veut dire que tu investis 80% de ton temps pour avoir un résultat de 20%, ou bien tu investis 20% de ton temps pour avoir 80% du résultat. Donc, qu'est-ce que tu vas choisir? Donc, ça veut dire que c'est mieux d'investir 20% pour avoir un résultat de 80%. Ça veut dire que si tu éteins ton téléphone, tu éteins tout ce qui est de distraction, donc tu prends 2 heures de ton temps, donc ça veut dire que tu investis 20% pour avoir 80% du résultat. Sinon, le contraire, c'est quoi? Je vais croire que je suis en train de réviser, mais finalement, il y a tellement de distractions, je n'arrive pas à me concentrer. Et le lendemain, quand je vais aller faire mon examen, je vais échouer, je vais dire que voilà quoi. Ça influence notre capacité à mémoriser. Exactement, exactement. Ça influence, en fait, ça se distrait. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Parce que pendant que on est en train de parler, si quelqu'un entre dans la porte tout de suite, on a pris la même attention qu'on avait tout à l'heure. Parce qu'il y a autre chose qui est venu bouleverser un tout petit peu notre concentration. C'est tout à fait normal. C'est pour cela, c'est mieux quand on révise dans un milieu où c'est calme, c'est tranquille, on est focus à 100%. Mais on ne peut pas vouloir faire 10 000 choses en même temps, ce n'est pas possible. Les élèves aujourd'hui prennent-ils le temps de comprendre et de réfléchir, ou cherchent-ils surtout des réponses immédiates, surtout avec l'avenue de l'intelligence artificielle? Moi, j'ai envie de dire, bon, je ne vais pas donner quand même des chiffres pour l'école primaire, parce que moi, je suis dans l'enseignement supérieur, l'école supérieure polytechnique de Nouakchott. C'est que les conseils que je donne souvent aux élèves. Je disais aux élèves, avant novembre 2022, j'avais une façon d'enseigner, une façon de donner ce qu'on appelle des TP à nos élèves. On a un système, des algorithmes qu'on fait à partir de ce qu'on appelle le notebook. Et du coup, je lui donnais 24 heures ou même 48 heures pour répondre à quelque chose qui n'est pas très très long, mais très complexe. Ça mérite beaucoup de recherche. Aujourd'hui, je donne 30 minutes. Pourquoi je donne 30 minutes? Parce que l'élève ne prend même plus le temps de réfléchir, de chercher. Qu'est-ce qu'il fait? Il scanne le résultat, il envoie à ChatGPT ou il envoie à Claude ou quelqu'un, et il attend. 30 secondes plus tard, il a le code, il copie-colle sur le code, il exécute, il a le résultat. Tu lui demandes comment il a fait, il est incapable. Incapable de t'expliquer. Hier même, je discutais avec des collègues, ils disaient qu'aujourd'hui, parce qu'on est dans une période quand même de fin d'année, où il y a beaucoup de soutenance de mémoire, de fin d'études, que ce soit des PFE pour des ingénieurs, que ce soit des PFE pour des masters. Aujourd'hui, ce qui est très très flagrant, on ne voit plus de fautes en fait dans la rédaction. Correction. Les gens sont devenus trop forts, j'ai envie de dire. Parce que c'est parfait en fait en termes de rédaction. Même si les phrases sont longues, on sait que ça devient de l'IA et tout ça. Mais le pire dans tout ça, c'est quoi? C'est que si quelqu'un est devant toi, un élève, il doit défendre son travail. Il est incapable de le faire. Il est incapable de t'expliquer correctement.
C'est ça le problème. Donc, pour répondre à la question, ils n'ont plus ce temps-là d'assimiler, de comprendre. Ils ont juste le temps de prendre le résultat et le mettre là-bas et dire que voilà, moi j'ai fini mon travail. Et toujours par rapport à l'intelligence artificielle, devons-nous, autant pour moi, là, sonner la sonnette d'alarme, parce qu'avec ces statistiques, on voit que le niveau il est très très bas. Ce niveau très très bas, ajouté au fait qu'on utilise très très souvent, ou pour ne pas dire tout le temps, l'intelligence artificielle, ces élèves ne réfléchissent plus. Donc, que faire pour ceux qui vont venir, la nouvelle génération, dès le bas âge? Moi, je pense que la première des choses, ce qu'il faut faire, c'est sensibiliser. Sur l'utilisation. C'est l'utilisation. C'est leur montrer comment utiliser. Et malheureusement, aujourd'hui, moi, comme j'ai l'habitude de dire aux étudiants, utilisez votre cerveau. Utilisez votre cerveau. Dieu vous a donné un cerveau qui est quand même assez puissant. Il ne faut pas le négliger. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus envie. En fait, ce qu'on appelle de la dopamine, en fait. Le cerveau, il est comme ça. Il cherche la facilité, en fait. Si tu suis ton cerveau, j'ai envie de dire que... Tu deviens abruti. C'est vous qui l'avez dit. Aucune réflexion. Aucune réflexion, c'est exactement. Ce qui est pire dans tout ça, aujourd'hui, par exemple, c'est le brevet aujourd'hui, en fait. Imaginons un jour qui tombe comme aujourd'hui, il n'y a pas d'Internet. Il n'y a pas d'Internet, c'est fini. Que ce soit Wi-Fi, que ce soit les données, il n'y a pas d'Internet. Donc, tu ne peux pas utiliser l'intelligence artificielle. Et qu'on te dit de rendre un rapport. Comment tu vas faire? Si tu avais oublié ton cerveau, c'est que, en fait, pour dire que tout simplement, c'est dangereux, en fait. C'est très, très dangereux. Et ce que je dis souvent, aujourd'hui, les gens qui savent utiliser les intelligences artificielles, c'est les gens qui ont la connaissance, qui savent faire la distinction, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Parce que les gens ne font pas attention. Ces intelligences artificielles disent des bêtises, font des bêtises, beaucoup de bêtises même. Je donne un exemple assez simple. Je faisais une étude sur les régions. Moi, je suis du Brakna. Dans la région du Brakna, je demandais qu'ils me génèrent un tout petit peu les caractéristiques socio-économiques, des problèmes liés dans les régions du Brakna en prenant les différents Mokhata. Il me met 9 Mokhata. Il me met des Mokhata qui... Bon, je ne connais pas, en fait. Moi, je dis que moi, je suis là, en tout cas, ma connaissance, il y en avait 5. Et là, c'est une met 9. Et du coup, pour quelqu'un qui ne connaît pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste se CTRL-C, CTRL-V, comme j'ai l'habitude de dire. Et du coup, il est bien. Pour dire que voilà, si tu as de la connaissance, tu as un esprit critique, tu as un mindset quand même assez avancé, on peut savoir que ça tient la route et ça ne tient pas la route. Comme ça, il y a le pour et le contre. Mais quand on n'a pas ce niveau de connaissance assez avancé, et je reprends vos mots, on sera en abruti. Ouais, et être induit facilement en erreur. Et c'est ça, exactement. Exactement. Alors, quoi dire? Comment encourager les élèves à utiliser ces outils sans remplacer leur propre réflexion? Comment vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle, mais utilisez-les de manière, le mot m'échappe, raisonnable? Oui, il faut que ça soit raisonnable en fait. Il faut que vraiment que ça soit très, très, très raisonnable. Aujourd'hui, je pense qu'il faut former les gens à utiliser ça. Il y a l'éthique qui est très, très important. Je faisais des formations à des délégués ministériels et je leur disais de faire attention à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Parce que toute utilisation, si on met des données, par exemple, confidentielles, entre autres, les données vont se retrouver entre les mains des Américains. Oui, ce qui est très, très dangereux. Parce que l'intelligence artificielle, tu communiques avec un agent et moi, les informations que je mets aujourd'hui, tu peux les récupérer demain, quelqu'un peut les récupérer demain. Donc, c'est une base de données, en fait. Donc, de faire attention. Donc, pour ces élèves, en fait, il faut leur dire comment utiliser, les enseigner l'ingénierie de prompt, ne pas utiliser des choses de façon très aveugle, entre autres, parce que c'est ça le grand problème. Les gens, prompt, ont des résultats, copie-colle, sans comprendre vraiment ce qui... Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les former, il faut leur dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, quand est-ce qu'il faut utiliser, quand est-ce qu'il faut utiliser, qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre.
Et ça, les données publiques qui ont été publiées, tout le monde peut l'avoir, les chiffres par exemple que j'ai dit ici, il n'y a pas de problème parce que c'est public. Et maintenant, on ne peut pas prendre un rapport confidentiel de l'État, je ne sais pas, qui peut amener quand même à l'insécurité de l'État ou quelque chose comme ça, et prendre ça et mettre ça dans les intelligences artificielles. Et ça, ce n'est pas bon. Malheureusement, beaucoup de gens font ça. Parce que, à ce qui paraît, on alimente les Bien sûr, c'est ça. En fait, l'intelligence artificielle, entre autres, qu'est-ce que si je donne une définition assez simple, dans l'intelligence artificielle, il y a ce qu'on appelle du machine learning. Dans machine learning, il y a ce qu'on appelle du deep learning. Quand on dit machine learning, c'est l'apprentissage par la machine, en fait. Et du coup, comment on apprend la machine? C'est en mettant des données. Les données, c'est les informations que vous mettez. Donc, il y a plusieurs types de données, les données structurées, les données non structurées, telles que les images ou quelque chose comme ça. Quand on met toutes ces informations dedans, et du coup, on est en train d'implémenter les données. Quand on implémente les données, il apprend à partir des données. C'est pour ça que ça s'appelle machine learning. Donc, il apprend à partir de là. Donc, toutes ces informations qu'on le met, il les consomme. Bon, c'est une intelligence artificielle, il ne peut pas remplacer l'intelligence humaine, mais c'est plus rapide, c'est plus performant et il donne des résultats assez performants, assez intéressants. Mais là, il partage au monde entier de toutes les informations que tu as mis dedans. Donc, c'est très, très dangereux. Eh bien, docteur, nous arrivons à terme. Alors, permettez-moi de vous poser cette dernière question. Selon vous, quelle est aujourd'hui la priorité pour améliorer durablement le niveau scolaire en Mauritanie? Question assez, on va dire question dure, donc les perspectives et les solutions. Bon, moi je dirais que je n'ai pas eu le temps peut-être de dire tout ce que j'avais à dire, entre autres, mais je dirais que l'une des solutions, ou bien plusieurs solutions, ou bien perspectives peuvent être mises en place. Moi, je mets beaucoup l'accent sur ce qu'on appelle le préscolaire. Ça, c'est très, 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 très important. Parce que les résultats ont montré, que les résultats, bien sûr, de SDI ou autres, ont montré que les enfants qui ont fait préscolaire, par rapport à ceux qui n'ont pas fait préscolaire, il y a une différence de 18 points. Pour dire que tout simplement, le préscolaire est très, très important. Et ça, c'est l'une des solutions qui est assez importante, qui permettra, entre autres, de rehausser le niveau de l'éducation en Mauritanie. Parce que, je disais tout à l'heure, ce sous-secteur qui est le préscolaire, le budget de l'État ne représente que 0,1%, qui est quand même assez dérisoire. Donc, c'est important de mettre beaucoup l'accent sur ça, donc investir sur ça. Le deuxième point que je voulais mettre, c'est ce qu'on appelle l'enseignement en langue maternelle. C'est assez intéressant, en fait. Les résultats ont montré quand on apprend dans sa langue maternelle, on apprend beaucoup plus vite, on comprend beaucoup plus vite. Mais il y a un problème quand même, c'est important de signaler cela. Il ne faut pas rejeter complètement les langues étrangères, telles que le français que nous sommes en train de parler actuellement, telles que l'anglais qui est quand même une langue internationale aujourd'hui. Parce qu'en Afrique du Sud, les résultats ont montré que le fait d'étudier dans sa langue maternelle est assez intéressant, mais il y a des limites en fait. Parce que si on étudie que dans la langue maternelle, à un moment donné, on travaille, on a envie d'échanger avec le monde, le reste du monde. Les gens qui parlent que l'anglais, les gens qui parlent le français. On est très limité en fait, c'est ça. C'est pour cela. Étudier les langues maternelles, la promotion des langues maternelles, mais aussi s'ouvrir au monde. Parce que je pense que l'homme, un être humain, peut apprendre beaucoup de langues, des dizaines, des milliers de langues sans problème. Ça, c'est très, très, très important. Parce que étudier, moi, les résultats que j'avais eus dans mon article en 2025, qui a été fait entre le Brakna, le Gorgor et le Tagant, les résultats ont montré que les élèves poularophones qui parlent seulement que le poular, dont le français et l'arabe, ce sont des langues étrangères, entre autres, ils sont moins performants. Ils ont leur niveau intermédiaire, entre autres, représente que 5,6%, contre 27% des élèves arabophones qui étudient dans leur langue maternelle. Pour dire que tout simplement, étudier dans la langue maternelle est très important, mais sans oublier aussi les langues étrangères. Ça, c'est la deuxième, on va dire, solution qu'on peut mettre en place. Le troisième, c'est l'évaluation continue et la formation des enseignants. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la base de tous les problèmes du système éducatif aujourd'hui, c'est l'enseignement, c'est l'enseignant.
il a besoin d'une formation continue. On a besoin de le suivre de près, de savoir quelles sont les difficultés, qu'est-ce qu'il faut améliorer, ce qu'on appelle renforcement de capacité, pour passer de 0,2 à peut-être à 100% en termes de pédagogie. Et le dernier, c'est le financement structurel. Le financement structurel qui est à la hauteur, en fait, que ce soit le préscolaire, que ce soit les matériels didactiques, que ce soit les ressources au niveau de l'école. Je pense qu'il est très très important que les autorités mettent l'accent sur ça. D'accord. Eh bien, merci docteur. Je vous remercie. Nous arrivons au terme de cette émission. Chers téléspectateurs, merci. Nous avons parlé de données, nous avons donné des statistiques, nous avons posé la problématique et essayé d'une manière ou d'une autre de vous donner notre avis et pour solutionner la chose. Donc merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode de votre émission Regard croisé.